Voilà, normalement l'enregistrement a démarré. On est donc ensemble pour ce deuxième ED, d'accord? Le premier qui porte toujours sur les états de la matière, on est d'accord, hein, sur le grand cours des états de la matière, qui porte, le premier portait sur les gaz et sur les concentrations. Là, on va s'intéresser eh bien, à ce qu'on a vu ensemble, le reste, d'accord, un peu le reste. Forcément pas tout, parce qu'en 2 fois 2 heures de D, eh ben, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir. Okay, on essaie de faire ce qu'on peut. Vous pensez aussi que vous avez les exercices, c'est ce qui est fait avec le tutorat, qui est complémentaire. D'accord? Donc voilà, au total, on devrait couvrir à peu près tout ce qu'il y a à couvrir. Au niveau des boîtiers, je vous demande juste de vérifier que vous êtes bien sur le canal numéro 5. Le reste, on passera rapidement, mais vous vérifiez que vous êtes sur le canal numéro 5. D'accord? Donc si vous n'êtes pas sur le canal numéro 5, hein, vous appuyez plus longuement et vous changez le numéro de canal. Et ça doit faire un petit bip bip. Le reste, ça fonctionnera comme précédemment. Alors, maintenant que les boîtiers sont réglés, on va pouvoir avancer. On ne va pas faire le test pour savoir si ça marche, hein. Lors du dernier ED, on n'avait pas fini cet exercice-là, vous vous rappelez? Donc, juste pour rappel, donc le grand exercice là sur la pression partielle en dioxygène, on avait trouvé 0,2 bar pour la pression partielle en dioxygène, qui était donc supérieure au 0,16 nécessaire pour avoir la saturation. D'accord? Et je fais exprès de ne pas le dire dans les mêmes unités, histoire que d'accord, les petits déclencheurs se fassent dans votre tête. Donc, c'était saturé puisque c'était supérieur. L'oxygène dissous arrivait, d'accord, et on a vu qu'en fait c'était une question qui était super simple, tout était dans l'énoncé. Ça faisait 210 millilitres, donc l'équivalent de 210 millilitres de dioxygène qui était transporté par l'hémoglobine par litre de sang. Donc ça, c'était établi. Également à travers la loi de Henry, et c'est là qu'on s'était arrêté, que 47 millilitres supplémentaires sont transportés, eux, simplement par dissolution. Enfin, dissous dans le sang et donc transportés juste sous forme dissoute. Voilà. La question suivante, donc de fait, je n'ai pas eu le temps de la traiter, oui, parce que je n'avais pas eu le temps de la traiter avec le premier groupe. C'est bête comme chou, hein, voilà. Vous en avez au total 210 plus 47. Ben, combien représente 47 sur ce total? Voilà, en pourcentage. Donc c'est complètement évident et trivial. Ce pourcentage de dissous, c'est les 47 sur 47 plus 210, d'accord? Donc 0,18, 18%. Voilà, c'est tout, juste ça, d'accord? Il n'y a aucun piège, encore une fois, là-dedans. Vraiment pas de piège. Alors évidemment, on ne peut pas répondre à cette question-là si on a foiré les 2 précédentes. Ça va de soi. D'accord? Mais si on a réussi à faire les 2 précédentes, et j'ai bien conscience que la question sur la loi de Henry, elle est complexe, pas parce que la loi est complexe, mais parce qu'il est compliqué de l'appliquer avec les bonnes unités et tout le bazar. D'accord? Ça, c'est vrai. Mais sinon, une fois qu'on a réussi à l'appliquer, les résultats, là, ne posent pas de problème. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir sur ce résultat. Les chiffres ne sont pas particulièrement exacts, les choses ont été un peu simplifiées, on est bien d'accord, le principe est simplifié. Mais, ceci étant dit, c'est relativement réaliste en termes de proportion. 1/5, d'accord, 1/5 de l'oxygène qui est distribué aux organes n'est pas transporté par l'hémoglobine. C'est beaucoup, 1/5. C'est même énorme, d'accord? Il y a des tas d'organismes sur notre planète qui n'ont pas d'équivalent d'hémoglobine, qui se contentent du dioxygène qui est transporté sous forme dissoute dans leur circulation, voire même beaucoup d'organismes qui n'ont pas de système de circulation du tout. Les insectes les plus petits comme les fourmis n'ont pas besoin de système de circulation. La simple dissolution à travers leur chitine et à l'intérieur du corps suffit à les alimenter en oxygène. Alors évidemment, ce n'est pas valide pour un corps comme le nôtre, qui est extrêmement massif, ce qui veut dire que l'intérieur, d'accord, les organes internes sont très loin de la peau,
Et donc le phénomène de diffusion est beaucoup trop lent pour nous. En plus, comme on est homéotherme, on consomme énormément de dioxygène. Donc ça ne marche pas. Mais sur un corps qui est petit et qui n'est pas homéotherme, la simple dissolution peut suffire. OK ? Voilà. Donc nous, on a un système qui fonctionne un peu mieux, mais ce n'est pas une nécessité, parce qu'on a besoin de plus de dioxygène. Ensuite, alors le débit sanguin qui est de 5 litres par minute, ben, pour l'instant, ce qu'on a calculé, d'accord, les 210 et les 47 qu'on vient de calculer, c'est par litre de sang. Mais si on a un débit en litres par minute, ça veut dire que ce qu'on va avoir, si on multiplie ce qu'on a obtenu par le 5 litres par minute, on va avoir une quantité de dioxygène transportée par minute. Vous êtes d'accord? Puis passer des minutes au jour, ce n'est pas très compliqué. Mais ce qu'on va obtenir, c'est un volume. Ce qu'on veut, c'est une masse. D'accord? Donc, si je reprends le volume de O2 qui serait transporté par jour, vous mettez bien un J minuscule. Un J majuscule, c'est les joules. D'accord? Donc, on va essayer de ne pas confondre. C'est les 47 plus 210 millilitres que l'on a déjà trouvé. D'accord? Je les distingue, histoire juste de voir d'où ils viennent. D'accord? Que ce soit clair. Et si je multiplie ça par 5 litres par minute, j'ai déjà le volume transporté, l'équivalent de volume de dioxygène transporté par minute. Il y a 60 minutes dans une heure, j'ai le volume transporté par heure. 24 heures par jour, j'ai le volume transporté par jour. D'accord? Donc là, il n'y a aucun piège, encore une fois. Et on trouve, pas que je me trompe, 1850 10 puissance 3 millilitres par jour. Je l'ai mis sous cette forme-là, comme ça on voit que ça fait 1850 litres. Presque 2 mètres cubes. C'est pas mal, quand même. D'accord? De dioxygène. Oui, mais ça, c'est un volume, c'est pas une masse. Comment on passe d'un volume à une masse? Si on connaît la masse volumique. Mais on ne connaît pas la masse volumique. Ah. En même temps, c'est un gaz. On n'a pas besoin de la masse volumique avec les gaz. On a une relation qui est bien plus pratique. Bien plus pratique. Oui, c'est-à-dire qu'on utilise, pour le dire plus simple, la loi des gaz parfaits. Ça lie quoi? Un volume à une quantité qui est exprimée pour l'instant en nombre de moles. Mais passer du nombre de moles à une masse, ça pose aucun problème. D'accord? Et celle-là, elle fonctionne tout le temps. Elle tient compte en même temps de la température. C'est le problème avec la masse volumique. D'accord? Le problème de la masse volumique des gaz, c'est qu'elle dépend énormément de la température. Et bien là, c'est directement pris en compte. La température, elle est dedans, la formule. OK? Donc, avec mon PV égale nRT, je peux calculer le nombre de moles de dioxygène, d'accord, qui sera égal à PV sur RT. Et si je multiplie ça par la masse molaire du dioxygène, j'obtiens la masse de dioxygène. Voilà, c'est tout. Vous faites gaffe aux unités, comme d'habitude. D'accord? Il faut toujours faire attention aux unités avec la loi des gaz parfaits. Donc la pression, c'est la pression atmosphérique. On a travaillé à la pression atmosphérique depuis le début. D'accord? C'était noté dans les données du départ de l'exercice. Donc c'est le 10 puissance 5. Le volume, on vient de le calculer. Vous faites gaffe. Là, il est en millilitres. Vous le passez en mètres cubes. D'accord? Donc 0,1850 mètres cubes. Le R, c'est R. Le T, c'est les 310 qui étaient annoncés au départ. D'accord? Il n'y a pas de raison d'en inventer une autre de température. Et puis, attention, la masse molaire, c'est du dioxygène, donc c'est 32. D'accord? C'est pas 16. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, enfin, on fait le calcul. On trouve une masse en grammes de 2296
grammes, donc par jour. 2,3 kg, c'est déjà pas mal. Est-ce que ça, c'est la quantité qui est consommée? Non, ça, c'est la quantité qui est transportée. D'accord? Mais tout n'est pas forcément consommé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il y a des questions sur la fin donc, de cet exercice de la semaine passée? Non? C'est bon? Alors. Ah, zut. J'avais un zoom. Alors, on passe encore sur des fins d'exercice de la semaine passée quand même. Parce que si vous regardez bien ce tableau-là, c'est celui qu'on avait, d'accord, à la fin de l'exercice sur le spray nasal à partir de l'eau de mer. C'est le même. Simplement, cette question-là, je l'avais sortie la semaine passée parce qu'il n'y avait pas encore les éléments pour le faire dans le cours. Donc, elle a été sortie. Petit point, c'est juste que je suis allé super vite quand j'ai tapé le truc et il n'y a pas la bonne réponse dans la liste. Voilà. Mais ceci étant dit, là, quand vous allez pouvoir taper vos réponses, il y a la bonne réponse sur le système de vote. D'accord? Donc, vous pouvez renvoyer directement la valeur numérique qui est la bonne réponse. Ok? Ça, vous pouvez faire. Mais il n'y a pas la bonne réponse dans les trucs simplement parce que j'ai fait un copier-coller et j'ai oublié de corriger la diapo. D'accord? Voilà. C'était des valeurs qui correspondaient à une autre question parce que ça me simplifiait la vie de juste faire un copier-coller et puis dans la hâte de publier l'exercice, eh ben, il est parti trop vite, quoi. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas la bonne réponse. Voilà. Hein. Donc vous renvoyez directement la valeur numérique qui correspond. Et vous la renvoyez en Kelvin. Ben oui, parce que sinon ça va décaler. Donc c'est la valeur en Kelvin que je veux. OK? Donc la température de congélation de la solution en Kelvin. Et il y a une bonne raison pour laquelle je vous la demande en Kelvin et pas en Celsius, c'est que les petits boîtiers de vote que vous avez ne peuvent pas faire les chiffres négatifs. Donc, ça serait embêtant. Et donc, tout le monde a bien compris, hein, quand on vient en ED, on a son cours, on a sa calculatrice. Et là, je m'adresse à ceux qui sont en rediffusion. D'accord? Ceux qui sont en face de moi se sentent obligés de faire les calculs, plus ou moins, d'accord? Parce que je les regarde droit dans les yeux et ils se sentent plus ou moins concernés. Vous qui êtes en rediffusion, je ne peux pas vous voir, donc je ne peux pas avoir cette influence, ce qui veut dire que vous devez prendre sur vous de vous impliquer dans ces calculs. Si c'est juste pour être assis comme dans une salle de ciné, ben d'abord vous avez mal choisi votre salle de ciné parce que les sièges sont particulièrement inconfortables, vous devriez changer de fournisseur de cinéma. Et puis ça doit être chiant d'avoir rien à faire pendant les moments où les autres calculent, quoi. Donc occupez-vous, faites les calculs. Voilà, alors je regarde ce que vous avez comme résultat, et j'en ai que la moitié qui ont répondu là pour l'instant. Il faut quelques secondes pour faire le calcul, hein. D'accord? Vous arrondissez au degré près, d'accord? Ça suffira largement. Hein. La réponse que vous renvoyez au degré près, ça suffira largement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le Moodle qui vous est consacré à vous, donc la partie passe, d'accord? Pas la partie LAS, ok? Vous avez également les archives des ED des années précédentes, d'accord? Pas pour tout, mais des archives des années précédentes. Vous pouvez aussi les consulter, ça fait que vous avez des exercices en plus éventuellement à faire. Voilà, hein. Pas pour tout, seulement pour les archives que j'avais, en l'occurrence. Le cours actuel sur les états de la matière, je l'ai repris que l'an dernier, ce qui veut dire que des archives, ben, il n'y en a pas sur les ED à ce moment-là. Par contre, sur l'oxyde de réduction, vous verrez, il y a des archives qui sont beaucoup plus longues. Et qui comprennent, entre autres, même si on n'a pas le droit de vous les donner, les annales des exercices des années précédentes. Mais je dis ça, je dis rien. Alors, allez, on regarde ce que vous avez répondu. Si j'arrive à remettre la main sur mon boîtier, moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai mis là. Non. Vous voyez ce que j'ai fait du boîtier? Aussi, il est là. Le boîtier est là.
Ah, vous savez quoi? Je crois qu'on va détailler un tout petit peu la réponse, parce que j'ai 12% de bonnes réponses là. D'accord? On va détailler un tout petit peu. Ouais. Alors, la formule de base, hein, c'est le delta T qui est égal au K cryo par... Alors, l'osmolalité ou l'osmolarité, ça dépend juste des unités dans lesquelles est donné le K. D'accord? Si le K il est donné par rapport à des moles par litre, ben, on utilise une osmolarité. S'il est donné en moles par kilogramme, on utilise une osmolarité. Une osmolalité, d'accord? Ok? Donc on regarde juste les unités, puis on sait ce qu'on doit utiliser. On peut trouver les deux, d'accord? La plupart du temps, d'ailleurs, les deux valeurs de constantes sont extrêmement proches l'une de l'autre. Ce qui fait que la plupart du temps, on ne s'en occupe même pas de savoir si c'est une osmolarité ou une osmolalité. On prend celle qu'on a sous la main, et ça va très bien. Puisque vous savez que pour les solutions aqueuses diluées, les deux valeurs d'osmolalité et d'osmolarité sont très proches. OK? Donc, c'est ce qu'on a. La constante cryo qui est là, c'est celle qui nous est donnée dans le texte au-dessus. 1,86 Kelvin. Là, ici, c'est des osmoles par litre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une osmolalité. C'est ce que j'avais calculé là en bas. Pas de souci. OK? Pas de souci. OK. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, ce que je cherche, moi, c'est ce delta T. Je fais juste le calcul, d'accord? Il n'y a pas de mystère. Je vais faire mes 1,95 ou 1,1 de tout à l'heure, d'accord? Fois 1,86. Si vous l'avez fait avec le 1,12 qu'on avait trouvé, d'accord, à un moment, vous le faites avec le 1,12, vous le faites avec le 1, ça ne change pas grand-chose, ok? Hein, on va trouver le même résultat arrondi à 1 degré près. On va tous trouver le même résultat. Là, ça fait, oups, je reviens en arrière, sensible ces bêtes-là, hein, égale 2 degrés. Enfin, des degrés Celsius ou des Kelvin d'ailleurs. On s'en fiche, c'est une différence de température. D'accord? 1 degré Celsius et 1 Kelvin, ça a exactement la même, entre guillemets, taille. D'accord? Parce que, tout simplement, les Kelvin sont basés sur l'échelle de Celsius en matière de, justement, taille des degrés. La différence, c'est où est placé le zéro. Le zéro est décalé. Mais 10 degrés Kelvin, 10 degrés Celsius, comme écart de température, c'est la même chose. OK? Simplement, dans un cas, on a une échelle absolue, c'est pour ça qu'on dit des Kelvin, et dans l'autre, on a une échelle relative. On a pris un point quelque part, d'accord, de manière parfaitement arbitraire, et on a dit ça c'est 0. Voilà. Mais fondamentalement, la différence de température, c'est la même chose. Donc vous le mettez dans l'une, vous le mettez dans l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance tant que c'est une différence de température. Mais cette différence de température, c'est quoi? Ce delta T, c'est la différence de température entre la température de congélation de quoi? Alors, on va avoir la température de congélation de l'eau et la température de congélation de la solution. La solution, elle va congeler. Vous voyez ce qui est marqué? C'est un abaissement cryoscopique. D'accord? La température de congélation de l'eau, elle est plus basse. Donc, ce sera la température de congélation du solvant pur, donc ici, c'est l'eau, moins la température de congélation de la solution. Voilà ce qu'on a. OK? Pour l'instant, je n'ai pas parlé d'unité, hein. C'est juste la définition. Ça veut dire que la température de congélation de ma solution, c'est ma température de l'eau moins delta T. Si vous voulez un résultat en Celsius, vous mettez la température de congélation de l'eau en Celsius. Si vous voulez un résultat en Kelvin, vous mettez la température de l'eau, la température de congélation de l'eau en Kelvin. C'est tout.
D'accord? Donc, si là, vous mettez pour la température de l'eau 0 degrés Celsius, vous obtenez moins 2 degrés Celsius. Si vous mettez 273, vous obtenez 271 Kelvin. Voilà. C'est juste l'unité dans laquelle vous mettez la première température qui va vous donner de fait l'unité de la deuxième. Mais vous êtes libre d'utiliser l'une ou l'autre. Simplement, là, j'avais dit qu'il fallait utiliser les Kelvin, et dans les faits, sur un exercice où il y aurait toutes les températures qui seraient indiquées, il convient de faire super attention justement à l'unité de chacune des réponses. OK? Parce que potentiellement, il pourrait même y avoir plusieurs bonnes réponses, mais données dans des unités différentes. En l'occurrence, moins 2 degrés Celsius et 271 Kelvin sont toutes les deux des bonnes réponses. OK? Et on vérifie en même temps que vous avez compris que c'était la même chose, quoi. Une pierre deux coups dans l'exercice. C'est clair pour tout le monde? Oui? Et vous aurez remarqué que là, ce que j'ai, c'est une valeur qui est positive parce que je l'ai fait dans ce sens-là, mais quand on a une élévation ébullioscopique, la température d'ébullition, elle est plus grande pour la solution que pour l'eau. Donc on a une inversion entre les deux. Okay? Il suffit de le savoir, voilà, les valeurs sont positives, on les calcule les delta-t de manière positive, et puis voilà, c'est tout. C'est bon pour tout le monde? Ok, on y va. Oh, il y a deux temps là. On a mesuré sur le sérum d'un patient l'abaissement cryoscopique. Oui, on peut faire ça. D'accord? C'est un petit appareil qu'on a au labo et on peut mesurer ça. Ça veut dire quoi, fondamentalement? C'est que l'appareil, il refroidit le sérum et à un moment, ce sérum va se congeler et on regarde à quelle température il a congelé. Et puis on fait la différence entre la température de congélation de l'eau, la température de congélation du sérum, et on trouve le delta T qui est marqué là-haut, les 0,6 degrés. Voilà exactement ce que ça veut dire. C'est vraiment ce qu'on fait expérimentalement. Sa pression osmotique à travers une membrane dialysante, 2000 pascal à 300 K. Et la première question, c'est l'osmolarité totale du sérum. Pourquoi il est marqué total là? Je veux dire, une osmolarité, c'est toujours... Ah non, on en a vu deux, des osmolarités, vous vous rappelez? L'osmolarité totale et l'osmolarité efficace. D'accord? Enfin, effective, ça marcherait très bien aussi d'ailleurs, en fait. OK? Quand il s'agit d'osmose, la nature de la membrane peut influencer, d'accord, la pression osmotique qui va être effectivement ressentie à travers la membrane. Elle laisse passer des choses ou elle ne les laisse pas passer. Mais est-ce que j'ai parlé d'efficace ou de pas efficace quand on était sur l'abaissement cryoscopique, l'élévation ébullioscopique ou la variation de la pression de vapeur? Non, j'en ai pas parlé. J'ai juste parlé de l'osmolarité. Parce que dans ce cas-là, tout ce qui est en solution compte. Il n'y a pas d'histoire de ça traverse ou ça ne traverse pas. C'est juste en solution, ça modifie les propriétés de la solution, donc ça compte. Donc le sous-entendu qui est ici, c'est, quand on a mesuré l'abaissement cryoscopique là-haut, c'est l'osmolarité totale, tout ce qui se trouve en solution, qui doit être pris en compte. On aura donc cette osmolarité totale à travers ici. Je ne l'avais pas noté tout à l'heure, le fait que c'était l'osmolarité totale, parce qu'elle n'avait pas vraiment besoin, mais là, manifestement, on a besoin de faire la distinction. La distinction parce que la membrane est, vous l'avez ici, dialysante. Donc, elle n'est pas parfaite. OK? Et donc, on va avoir besoin de la notion d'osmolarité efficace. On fait la distinction entre les deux. Bon, ben là, il suffit de faire le calcul. Voilà, vous faites le calcul, vous avez le résultat, vous le renvoyez par le petit boîtier orange, et ça marchera bien. Juste, il faut que j'avance. Voilà, vous pouvez renvoyer les réponses. Les boîtiers de vote sont disponibles. Je vous rappelle que sur les boîtiers de vote, vous avez le point décimal. Je regarde ce que vous avez déjà renvoyé. Pas mal, on a plus de la moitié de bonnes réponses.
Les autres, ça part un peu. Il y en a quelques pourcents de plus, mais qui n'ont pas été donnés de la même manière, donc ça doit être bon. Ben, c'est tout simple, hein. C'est vraiment juste le calcul, quoi. Voilà. Le delta T sur KC. Voilà, juste littéralement ça, hein. Donc le delta T, c'est 0,6. Le KC, 1,86, c'est le même que celui de tout à l'heure, hein, donc 0,322 osmol. Plus ou moins, vous arrondissez un peu comme vous le voulez, d'accord? Simplement, vous savez qu'avec le système de QCM du concours, de toute façon, vous prenez la valeur qui est aux approximations de calcul près la plus proche. C'est pas loin d'une osmolarité normale pour un plasma. D'accord? Vous vous rappelez, on a vu ça la semaine passée. Hein? À peine peut-être un peu haut, mais c'est pas loin de la valeur normale. Et là, on a la deuxième partie de la question. Quelle est la concentration molaire en protéines sériques? Sérique, ça veut juste dire dans le sérum. Hein. Okay. Et il y a quand même un truc entre parenthèses que l'on supposera non dissocié. Hein? Pourquoi non dissocié? Ça veut simplement dire que le coefficient de Van 't Hoff est égal à 1. Concentration égale osmolarité. Parce que dans les faits, une protéine, c'est une espèce qui est plus ou moins acido-basique. Ça dépend du pH dans lequel elle se trouve. Donc, elle peut effectivement être dissociée. D'accord? Comme un acide ou comme une base. Et si on tient compte de cette dissociation, il faudrait tenir compte d'un coefficient de Van 't Hoff égal à 1, quelque chose, et ça complique tout de suite les calculs. Ce n'est pas utile ici. On fait l'approximation que ce n'est pas dissocié, et puis point barre, ça marchera très bien comme ça. Et alors là, comment on fait? On s'intéresse qu'aux protéines. Donc ça ne peut pas être un calcul qui est basé sur ce qu'on vient de faire. Mais en même temps, on nous a donné deux informations. D'accord? On nous a donné une première propriété qui était l'abaissement cryoscopique, mais on nous a aussi parlé de la pression osmotique à travers une membrane dialysante. Et une membrane dialysante, c'est une membrane qui a des propriétés bien particulières. Elle laisse passer les petites molécules et bloque les grosses. Sachant que je l'ai dit en cours, hein, la notion de petit et gros, c'est quelque chose qui est relatif aux propriétés de chaque membrane. Quand on les achète, on les choisit avec une certaine porosité, une certaine taille de pore qui laisse passer ou pas passer. Okay? Mais clairement, ici, on va simplement se contenter de dire c'est gros, c'est petit. Ce qui est gros passe pas, ce qui est petit, ça passe. Ce qui est gros, c'est quoi? Ben, c'est les protéines, justement. D'accord? Une protéine, c'est une macromolécule organique, mais c'est vraiment une très grosse molécule, dont la masse molaire se chiffre en dizaines de milliers, voire centaines, voire millions. Ok? Donc vraiment des très grosses molécules. Par contre, des petites molécules, glucose, urée, sels minéraux et consorts, là on est de l'ordre de éventuellement la dizaine de grammes par mol, la centaine peut-être, mais rien de commun avec la dizaine de milliers ou la centaine de milliers des protéines. D'accord? Donc toutes ces petites molécules, celles-là, celles que vous avez l'habitude de voir, d'accord? Tout ce qui va traîner, ce que vous pouvez imaginer traîner et qui ne sont pas des protéines dans le sérum et dans le sang, ça, ce sont des petites molécules. Et on va comprendre, là, c'est le sens de cette question, grosse molécule, protéines, petites molécules, les autres. Voilà, c'est simple. Donc, notre pression osmotique ici, c'est une pression osmotique qu'on pourra qualifier d'efficace et qui dépend de l'osmolarité efficace de la solution. D'accord? Et cette osmolarité efficace, sans la moindre, la plus petite hésitation, c'est celle qui est due aux protéines, aux grosses molécules qui ne peuvent pas passer à travers la membrane. Voilà. Les autres molécules, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est que comme elles peuvent passer à travers la membrane très rapidement
elles vont diffuser à travers la membrane et on en trouvera autant d'un côté que de l'autre. Parce qu'il y a deux moteurs au niveau de cette osmose et ces transferts. Il y a la diffusion qui permet d'harmoniser les concentrations, et puis il y avait l'osmose qui permet d'égaler les pressions. D'accord ? Et bien là, la pression, c'est les macromolécules, parce qu'elles ne peuvent pas traverser. La diffusion, c'est les petites molécules, parce qu'elles peuvent passer à travers la membrane. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Bon. Ah, il manque un truc qui devrait devenir un réflexe chez vous. Pourquoi il manque le 1000 ? Parce que jusqu'à présent, ouais, toutes les concentrations qu'on a vues et celles qu'on a utilisées, et ce sera quasiment toujours le cas, elles sont en litres. D'accord ? Donc, c'est vrai que la formule stricto sensu, elle s'écrit comme ça. Mais comme on utilise toujours des concentrations en mol par litre, voire par kilogramme, mais là, ça réglerait le problème, d'accord ? Si on était mais là, on est en volume, on parle bien des volumes ici, d'accord ? C'est une concentration volumique que l'on a besoin ici. Comment on le sait, ça ? C'est une concentration volumique. C'est l'espèce de petit détail que j'ai fait vous rappeler quand j'ai fait, justement, je vous ai montré que c'était la même formule que le PV égale NRT, où justement j'ai fait apparaître qu'il y avait un volume, d'accord ? Donc on a bien besoin d'un volume. Donc ce oméga, ça ne peut pas être une osmolalité, c'est forcément une osmolarité. D'accord ? Dans cette formule, c'est forcément une osmolarité. Donc on a l'osmolarité ici, et elle sera donnée en mol par litre, ou en osmol par litre. Donc on doit avoir ce 1000 qui va apparaître. C'est par sécurité qu'il vaut mieux le mettre systématiquement. Et donc cette osmolarité efficace, qui sera égale à pi sur RT, fois 1000, il suffit de la calculer. Voilà, encore une fois, on la calcule, et c'est bon. Qu'est-ce que vous aviez répondu ? Ah, j'ai pas beaucoup de bonnes réponses, là. J'ai 10% de bonnes réponses, là, sur ceux qui ont répondu. Alors, je ne sais pas, il y en a plein qui ont répondu la même réponse que précédemment, hein, d'accord ? Voilà, un tiers qui ont répondu la même valeur que précédemment, donc ce n'est pas la même chose, ok ? On ne parle pas de la même chose. Et puis, après, il y a plein d'erreurs de calcul, d'accord ? Mais des erreurs de calcul qui sont en particulier dues à l'oubli du 1000. Okay, et puis faites attention, hein, le T, c'est bien des Kelvin, encore une fois, hein, toujours. Hein, d'accord ? On est en Kelvin. Les 300 qui sont donnés là-haut, ce qui était déjà donné. Et ça fait 8, 10, moins 4. Je vérifie, hein, pour faire le calcul, oui. Osmol par litre. Donc, et on comprend bien ici, hein, vu le texte, le contexte, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette osmolarité efficace, c'est celle qui est due aux protéines. C'est-à-dire les seules molécules qui sont bloquées effectivement par la membrane dialysante dans le contexte qui est cité ici. Ça va ? Ouais, vous ferez les calculs, hein, de toute façon. Si besoin, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, vous entraînez à les faire. Oui. Ça allait être ? Qu'est-ce qui va être élevé ? Ah, mais toujours. Mais là, on a une toute petite pression. On a 2000 pascal. 2000 pascal, c'est pas grand-chose, hein, d'accord ? Je veux dire, la pression atmosphérique, c'est 100 000 pascal. Donc, on n'a presque rien comme pression osmotique. En même temps, c'est normal, c'est du sérum. Hein, d'accord ? Justement, il a déjà été traité. Donc, on a perdu une bonne partie de ce qu'il contenait. C'est tout à fait logique. D'accord ? Pas de souci. Donc, on a une petite pression, ce qui correspond à une toute petite concentration. C'est logique aussi. En même temps, on n'a jamais des gigantesques concentrations en protéines non plus. D'accord ? Comme ce sont des énormes molécules, elles pèsent individuellement lourd. Vous mettez des guillemets autour de ce que je viens de dire, d'accord ? On est dans les masses atomiques quand même. Mais elles pèsent chacune très lourd. Donc on ne peut pas mettre non plus 1, 2, 3 moles de ces molécules-là dans un litre. Le litre, il pèserait d'un seul coup des dizaines de kilos avec ce qu'on vient de mettre dedans. Parce qu'une mole, c'est vraiment très très lourd. Ok ? Donc c'est toujours des concentrations qui sont de toute façon relativement faibles. Ça va ? Mais encore une fois, hein, n'oubliez pas hein,
que quand on multiplie ça par le nombre d'Avogadro, ça fait quand même beaucoup de molécules. N'empêche. Hein. Quelle sera l'osmolarité à l'équilibre du sérum dans la cuve de dialyse? L'osmolarité, on l'a déjà calculée au début, donc pourquoi on aurait à la recalculer là maintenant? Mais parce que dans la cuve de dialyse, comme on a une membrane dialysante, une partie des solutés peuvent traverser. Et s'ils traversent, ça veut dire que dans la cuve qui nous intéresse, il y en a moins, puisqu'ils sont passés de l'autre côté. Donc, quand on arrive à l'équilibre et quand on fait la mesure, eh ben, on n'a plus la concentration de départ. On n'a plus le oméga T que j'avais calculé précédemment. On a autre chose. C'est embêtant, ça. Oui et non, je veux dire, c'est juste un fait, quoi. Voilà, il faut en tenir compte. Donc, je résume. Hein. La situation qu'on avait au départ, c'était que d'un côté, on a le sérum, la membrane dialysante, de l'autre côté, de l'eau. De ce côté-là, on a une osmolarité totale de, je ne sais plus, c'était 0,322, je crois, de mémoire. Une osmolarité, on va dire des protéines, qui était de 8, 10, moins 4, les osmoles à chaque fois. Hein. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai de ce côté-là. De ce côté-là, il n'y a rien, c'est de l'eau pure, donc il n'y a pas d'osmolarité. D'accord? C'est zéro. Ça, c'est ce que j'ai au départ. Mais ce qui n'est pas des protéines, donc les petites molécules, peuvent diffuser de l'autre côté. D'accord? La question, c'est donc qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la concentration à l'équilibre de cette petite molécule? Parce qu'il y a une chose qu'on sait quand on sera à l'équilibre, qui est une évidence. D'accord? Je garde le compartiment S et le compartiment E, mais sachant que c'est plus le sérum et c'est plus de l'eau, hein, parce que si ça diffuse, forcément, ça va être modifié. Okay? Mais je garde juste ça noté comme ci. Ce que je sais, c'est que de ce côté-là, la concentration en protéines, ce sera toujours 8, 10-4 osmoles par litre, parce que les protéines ne peuvent pas diffuser à travers la membrane. Donc ça, c'est sûr. Mais les petites molécules, elles peuvent diffuser. Ah. Mais diffuser, ça veut dire quoi? Mais qu'au départ, elles sont uniquement comprises dans le volume de la cuve de sérum, et qu'après, elles sont comprises, ces petites molécules, dans les deux cuves, donc dans un volume qui est plus grand. Et comment on appelle ça quand on passe une quantité dans un volume plus grand? Ça s'appelle une dilution. On va juste diluer la concentration, d'accord? Enfin, diluer ces petites molécules. Voilà. Comment on fait pour calculer une dilution? On a vu ça en cours. Hein? La concentration finale fois le volume final, c'est la même chose que la concentration initiale fois le volume initial. Parce que c'est le même nombre de moles. Le nombre de moles ne change pas. Donc, ma concentration finale, c'est concentration initiale, volume initial, divisé par volume final. Ah, donc j'ai besoin du volume de la cuve de sérum et du volume de la cuve d'eau. Sinon, je ne peux pas faire le calcul. Si, j'en ai besoin. D'accord? Mais je ne les ai pas, on ne me les a pas donnés. Il y a un présupposé, mais ça, on le sait surtout quand on a vu à quoi ça ressemble, le système. D'accord? Les deux cuves, en général, elles font la même taille. Ce qui fait que les deux volumes sont égaux. OK? Donc le volume final, c'est combien? 2 fois le volume initial, d'accord? Si les deux cuves ont la même taille et qu'à la fin, on a le produit dans les deux cuves, on a doublé le volume. En gros, ça revient à écrire CI VI sur 2 fois VI. CI sur 2. La concentration, si on a doublé le volume, est divisée par 2. Voilà.
On a fait une dilution au demi, quoi. Où on a un facteur de dilution de 2, ce qui revient au même, hein, on a vu ça la semaine passée. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Ce que je viens d'écrire là en bas, ce n'est valide que pour les petites molécules, pas pour les protéines. Donc on ne fait pas le calcul sur oméga T. Oméga T, c'est toutes les molécules. On doit le faire sur quoi, ce calcul de dilution? Sur oméga T moins oméga protéines. D'accord? Donc vous faites le calcul sur oméga T moins oméga protéines, et on est bien d'accord, hein, que quand à 0,322, on enlève 8,10-4, ça ne fait pas une grosse différence. Hein. C'est pratiquement la même chose. C'est négligeable, ça dépend des réponses qui sont données dans les 5 réponses. D'accord? Si on voit qu'il y a plein de chiffres après la virgule, on a intérêt de faire le calcul comme il faut. Si par contre c'est des valeurs qui sont un peu arrondies, effectivement, on dit c'est négligeable et puis c'est bon, on donne directement le résultat. Mais on fait attention à la précision qui est donnée dans les réponses proposées au QCM. Plein de chiffres, ça a été calculé précisément, je fais le calcul précisément. Et là, vous avez les calculatrices, donc il n'y a pas d'excuse à faire le calcul précisément. On peut faire le calcul très précisément. Vos calculatrices le permettent largement. OK? Donc, notre CI ici, oups, il ne veut pas, il ne veut plus écrire mon stylo. Ah mais non, il ne veut vraiment plus écrire. Hein. Ah, bah, tant pis. Notre CI, d'accord, ça va être, eh bien exactement ça, le 0,322 moins 8,10-4, d'accord, donc c'est le CI, divisé par 2, ça nous donnera le CF, c'est-à-dire la concentration en petites molécules du côté de la cuve de sérum. Et puis ensuite, il faudra rajouter les 8,10-4 parce qu'ils sont là aussi, ceux-là. OK? Donc le résultat final, ça fait 0,322 moins 8,10-4 divisé par 2 plus 8,10-4. Et je ne sais pas combien ça fait parce que je n'ai pas fait le calcul. C'est bon pour tout le monde? Oui? Parfait? OK. Et on a bouclé ces petits exercices. Et vous avez remarqué que dans la feuille d'énoncé que je vous ai donnée, il y avait marqué « osmose sera présenté directement en séance ». Pour une raison bien simple, c'est que si je vous balance tout ça en une fois, déjà il va y en avoir pour 4 pages, ça va être chiant, au niveau de l'impression. Hein. Et puis surtout, je voudrais vraiment que vous y réfléchissiez en direct, que vous le voyez. C'est essentiellement presque de la réflexion réflexe que je voudrais que vous ayez là. Donc, on voit, vous jugez, vous répondez. OK? Mais dans tous les exercices qui vont suivre, on va utiliser le même dispositif, celui que j'avais déjà présenté en cours, le tube en U avec la membrane au centre. Et donc, de fait, quand vous regardez ce dispositif, il est évident que les deux compartiments, 1 et 2, ont le même volume. Donc, on repart sur la même logique que tout à l'heure. D'accord? Le compartiment 1, le compartiment 2 ont le même volume. OK? Ça pourrait être différent, mais par construction, c'est évidemment ce que l'on a ici. C'est bon pour tout le monde? Donc, l'idée, ça va être de décrire ce qu'il y a dans le compartiment 1, ce qu'il y a dans le compartiment 2, de dire quelle est la nature de la membrane, parce que ça peut avoir de l'importance, et puis de demander ce qui va se passer. Sachant que ce qui va se passer, ça peut être juste quelque chose de, comment dirais-je, pas un calcul, juste ça va faire ça, d'accord? Mais ça peut être aussi un calcul, et un calcul qui peut être beaucoup plus compliqué. Alors, première situation, on a une membrane hémiperméable, et cette membrane hémiperméable, elle sépare les deux compartiments en deux ensembles. D'un côté, juste de l'eau, et de l'autre, une solution d'urée à 6 grammes
par litre. La question ici ne réclame pas de calcul, juste un avis. Est-ce qu'il va y avoir osmose? S'il n'y a pas d'osmose, c'est la troisième réponse, aucun mouvement. D'accord? Si par contre il y a osmose, dans quel sens est-ce qu'elle va se produire? C'est le niveau du compartiment 1 qui va monter, le niveau du compartiment 2. À vous de choisir. D'accord? Mais quand je dis de choisir, c'est vraiment ce que je vous demande. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas pour moi, hein. Je m'en fous. Moi, la réponse, je la connais. D'accord? Non seulement je la connais, je sais l'expliquer et je sais pourquoi je sais l'expliquer. Donc c'est vraiment à vous. C'est pour vous que c'est important de répondre. Je parle aussi à ceux qui ne sont pas en direct là et qui devraient, avant même que la réponse soit donnée, avoir écrit sur leur feuille quelle est la réponse qu'ils voudraient donner. De manière à ne pas pouvoir, quelques secondes plus tard, se dire « ouais, mais en fait, c'est ce que je pensais quand même. » D'accord? Ce qui est malhonnête, fondamentalement. Mais malhonnête, pas pour moi, je m'en fiche. Malhonnête pour eux. Et c'est important d'être honnête parce que si vous avez la mauvaise réponse, vous chercherez à comprendre plus intensément pourquoi c'était la mauvaise réponse. Et si vous avez la bonne, vous serez content d'avoir eu la bonne et donc ça vous marque aussi l'esprit. Ok? Tout le monde y gagne à être honnête vis-à-vis de ses réponses. Vous, moi, parce que meilleures seront vos les réponses aux examens, ça voudra dire que je n'ai pas complètement foiré mon enseignement. Voilà, ce qui est toujours flatteur, quelque part. Et puis vous, ça vous donne des points en plus au total, donc forcément vous y gagnez, c'est une évidence. On en est là à un peu moins de la moitié de vos temps, donc allez-y, continuez. Donc là, on est au niveau 0, au niveau 1 de l'osmose, d'accord? On a compris le principe et on peut répondre. Mais simplement d'avoir compris le principe, ça permet de répondre. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, c'est représenté juste sur un schéma, tout est dedans. En examen, une question de ce type-là. D'abord, il y aurait forcément 5 propositions, puisqu'il faut 5 propositions, d'accord? C'est le système qui veut ça. Et puis, il y aurait sans doute un peu de blabla après, évidemment, parce que là, c'est un peu brutal. Je veux dire, juste poser ça comme sujet. Donc, vous étonnez pas si sur ces questions, c'est assez classique en fin de compte. Vous verrez ça aussi dans les QCM d'entraînement qu'on peut trouver dans les bouquins. Quand il y a de l'osmose, souvent, il y a plein de blabla. D'accord? Faut faire un peu le tri dans ce qui est utile, ce qui est un peu moins utile à l'intérieur. Mais en général, il n'y a finalement pas besoin de beaucoup d'informations. Vous voyez, là, ça tient juste sur un schéma, quoi. Voilà, point. Il y a le schéma, on sait ce qu'il y a dedans. Si, il y a quand même quelque chose qui est super important, c'est que dans le blabla, il y a la nature de la membrane. D'accord? Et ça, on peut guère la mettre directement sur le schéma. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, où on en est là? Allez, on est à plus des 2/3, je regarde. Ça fait 70% de bonnes réponses. C'est bien 70%, on est d'accord, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. D'accord? C'est toujours la solution la plus concentrée qui va être diluée. Le mouvement, le mouvement de liquide qu'on va avoir, du solvant, c'est pour égaliser les concentrations. Donc la solution la plus concentrée, elle doit baisser en concentration. Pour baisser en concentration, il faut rajouter du solvant. Ça veut donc dire que le solvant va se déplacer de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. D'accord? La solution la moins concentrée, c'est la 1. Elle est tellement moins concentrée qu'elle n'est pas concentrée du tout, on est bien d'accord, c'est de l'eau pure. La solution la plus concentrée, c'est la 2. Le solvant va de 1 vers 2, c'est le niveau 2. Le niveau de la cuve numéro 2 qui va monter. OK? La pression osmotique, elle augmente, d'accord, du côté de la solution la plus concentrée. Ça va monter de ce côté-là, d'accord? La pression osmotique, elle correspond à la pression que va exercer la colonne de liquide. OK? Elle est contrebalancée par l'augmentation de la colonne de liquide, pour être exact. C'est bon? Ouais? On passe au niveau 2?
Au niveau 2, la membrane est dialysante. Mais on n'a pas changé les concentrations, on n'a pas changé le système. Juste, on n'a pas le même type de membrane. Est-ce que ça change les conclusions ou pas? Donc, on avait une membrane hémiperméable, on a maintenant une membrane dialysante. La masse molaire de l'urée, on n'en a pas besoin là pour l'instant, mais la masse molaire de l'urée, c'est 60 grammes par mol. C'est donc une petite molécule, on est bien d'accord, hein? 60 grammes par mol, c'est une petite molécule. On atteint la moitié de vos temps. Vraiment, j'incite tout le monde à prendre position. Et vous pouvez discuter, vous pouvez argumenter avec votre voisin, votre voisine, en lui expliquant pourquoi il a tort et vous avez raison. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il a forcément tort, hein, et vous avez forcément raison. D'accord? Bon, sachant qu'au niveau de la correction, ce n'est pas un vote, hein, c'est moi qui décide ce qui est juste et ce qui est faux. Hein. Ce n'est pas démocratique. Hein. Oui. J'ai pas entendu. Ah, toutes les membranes, dès l'instant où on a de l'osmose, laissent de fait passer le solvant. C'est le principe, hein, d'accord? Ce n'est pas un mur. Ces membranes sont toujours toutes perméables au solvant. La différence étant, puisqu'on l'a déjà vu tout à l'heure, que les membranes hémiperméables ne laissent passer que le solvant, à l'exception de toutes les autres molécules. Si elles sont parfaites, ce qu'elles sont rarement, mais si elles sont parfaites, et c'est ce qu'on va considérer, alors que les membranes dialysantes, elles, ont un seuil à partir duquel elles laissent passer les molécules. Les plus petites passent, les plus grosses ne passent pas. Et quand on dit simplement dialysante, c'est toutes les petites et uniquement les très grosses. Voilà. On ne discute pas, il n'y a pas de taille intermédiaire quand on parle de membrane dialysante, en tout cas pas dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Hein. Allez, on a presque tout le monde, c'est parfait. On a un peu moins de la moitié de bonnes réponses. Alors, on va détailler. La membrane est dialysante. Elle laisse passer les petites molécules. L'urée, à 60 grammes par mol, est une petite molécule. Donc, elle va diffuser. Si elle est diffusée, c'est qu'elle ne participe pas à la pression osmotique. D'accord? C'est le principe de l'osmolarité efficace. Ce qui passe à travers la membrane n'est pas inclus dans l'osmolarité efficace, celle qui compte pour la pression osmotique. S'il n'y a pas de différence de pression osmotique, puisque l'urée ne compte pas et qu'il n'y a que de l'urée, c'est qu'il n'y a pas d'osmose. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'osmose. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est aucun changement de niveau. Aucun changement de niveau parce que l'urée ne compte pas. Ne compte pas vis-à-vis de l'osmose, on est bien d'accord. Hein? Alors, maintenant que j'ai dit ça, et c'est la bonne réponse, je corrige, parce que ce que je viens de dire, c'est aller à peine un peu vite. Et littéralement, aller un peu vite. Parce que dans les faits, la diffusion, c'est-à-dire le passage de l'urée à travers la membrane, va être beaucoup plus lent que le phénomène d'osmose. Ce qui veut dire que spontanément, quand on va lancer le système, on remplit, on va avoir de l'osmose tout de suite, parce qu'il y a une grosse différence de concentration entre les deux. Donc on va avoir de l'osmose, la même que tout à l'heure. Ça va monter du côté 2. Mais au fur et à mesure où l'urée va diffuser, les deux concentrations vont s'égaler et les deux niveaux vont se rattraper. Mais dans les faits, si on regarde ce qui va se passer, on va d'abord avoir le phénomène d'osmose, parce que celui-là est rapide, et ensuite on aura le phénomène de diffusion qui va les égaler, les deux niveaux. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce à quoi on aboutit à la fin, quand ce sera à l'équilibre. Donc le fait qu'on aura par diffusion la même concentration de chaque côté, donc aucun phénomène d'osmose. On est d'accord? Maintenant, si on fait ça dynamiquement, on constatera qu'on a d'abord un changement de niveau, puis ensuite ça s'égale. Mais c'est normal. Pas de raison que ce soit instantané, de toute façon. C'est bien, c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire là? Ok. Allez, où
C'est vache, ça, non? Ou pas? Quelle est la concentration massique? Massique, hein, c'est donc en grammes par litre, hein, de l'urée à l'équilibre. À l'équilibre, hein, c'est la situation que je viens de décrire là, juste maintenant, dans le compartiment numéro 2. Et le système, il attend une valeur numérique. Hein. Ah, j'ai la sensation que là, un peu moins de confiance, hein, ça prend un petit peu plus de temps pour donner les réponses. Autant tout à l'heure, c'était bien parti, là, et puis peut-être parce que j'ai dit pas tant de bonnes réponses que ça, là, j'ai l'impression que je vous sens sur la réserve. D'accord? Alors qu'en fait, ça, on vient de le faire juste avant. Hein. Enfin, 3-4 questions avant. Hein. D'accord? C'est exactement le même problème. Allez, je regarde les réponses. Oui, surtout qu'il y a majoritairement des bonnes réponses, à 83%. Ça monte, hein? Bien. Regarde si c'est rechargé. C'est le problème de la concentration finale qui va être égale à la concentration initiale, d'accord, par le volume initial sur la concentration finale. C'est toujours le même problème. On a une certaine concentration, une certaine quantité d'urée qui pour l'instant est uniquement dans la cuve 2 et qui finira par être dans la cuve 1 et la cuve 2. D'accord? Et comme j'ai annoncé au départ que par construction du système, on avait le même volume à droite et à gauche, en 1 et en 2, le volume final, c'est 2 fois le volume initial, donc c'est exactement la même conclusion que tout à l'heure. La concentration finale, c'est la moitié de la concentration initiale. Ok? Ce sera le cas la plupart du temps, d'accord? Parce que les systèmes qu'on va vous décrire, ils sont effectivement conçus, en particulier pour être simples, avec le même volume de chaque côté. D'accord? Donc ici, on aura CF qui est égal à 6 divisé par 2, 3 grammes par litre. Mais pourquoi c'est des grammes par litre? Ça, je dois le faire en mol par litre. J'ai le droit de le faire en grammes. Vous le mettez dans ce que vous voulez comme unité, on s'en fout. D'accord? Ça n'a pas d'importance ici. C'est relatif. C'est la même unité pour les concentrations à droite et à gauche, c'est tout. En initial et en finale. Mais vous mettez ça dans n'importe quelle unité, ça marchera. D'accord? Donc on peut très bien le faire en grammes par litre. Ça ne pose aucun souci. Oh, c'est différent là. Donc 1, vous avez noté que la membrane est hémiperméable. On est revenu à une membrane hémiperméable. C'est important. Et on n'a plus de l'eau cette fois-ci. On a un soluté de chaque côté. Ça change la donne. Donc du côté 1, du glucose à 18 grammes par litre. Du côté 2, de l'urée à 6 grammes par litre. J'ai donné tout à l'heure la masse molaire de l'urée, d'accord, 60 grammes par mol. La masse molaire du glucose, c'est 180. Et vous avez vu, là, je l'ai donné sans hésiter, d'accord? Je ne présuppose pas que vous connaissez la formule chimique du glucose. Peut-être oui, hein, puis tant mieux pour vous si vous la connaissez. Mais bon, vous n'avez pas dû la rencontrer souvent encore pour le moment. Ça viendra, hein, mais pour l'instant, non. Est-ce que c'est fondamentalement plus compliqué que la situation précédente? Ça fonctionne toujours de la même manière, d'accord? On va diluer la solution la plus concentrée. La plus concentrée hein, vis-à-vis des propriétés de la membrane, bien entendu. Okay, ce qui ne sert à rien, enfin, ce qui passe à travers la membrane, on ne le compte pas. Mais là, comme la membrane est hémiperméable, il n'y a que le solvant. Donc tous les solutés comptent. Au moins, ça simplifie les choses. Tous les solutés comptent, c'est bon. 18, c'est plus grand que 6. Facile? Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas en concentration massique que l'on a raisonné jusqu'à présent. Ce que l'on est en train de comparer, on est bien d'accord, quand je dis les concentrations sont les plus importantes, ça dilue la concentration la plus importante. C'est par rapport à la pression osmotique que je raisonne. Et la pression osmotique, elle est calculée à partir d'une concentration en mol par litre, pas en grammes par litre. Donc si on doit comparer des concentrations,
Donc des pressions osmotiques, hein, c'est le sens. On doit comparer des concentrations en mol par litre. On ne peut pas comparer des concentrations massiques ou dans n'importe quelle autre unité d'ailleurs en fait. C'est forcément des concentrations en mol par litre, en molarité. OK? Parce qu'on calcule les pressions osmotiques avec des molarités. Et que c'est ça qu'on est effectivement en train de comparer. Ah, ben c'est pas grave, vous avez les masses molaires, je les ai données. D'accord? Donc du côté du compartiment 1, ça va nous faire, avant de donner les réponses, je vais quand même regarder ce que vous avez répondu. Hein. On n'a que 50% de bonnes réponses, à peine moins de 50%, d'accord? Donc si j'étais vous, j'écouterais ce que je suis en train de dire, d'accord? De ce côté-là, l'osmolarité, ce sera nos 18 grammes sur les 180 grammes par mol, c'est-à-dire 0,1 osmol par litre. Mais normalement, les osmoles, c'est la concentration fois le coefficient de Van 't Hoff. Oui, mais le glucose, ça ne se dissocie pas. Comme ça ne se dissocie pas, l'osmolarité, c'est la même chose que la concentration. On est d'accord? Oui, je l'avais écrit directement comme ça, parce que je le sais, et je l'écris comme ça. Et puis vous, maintenant aussi, vous ferez la même chose, d'accord? Quand vous savez qu'une molécule ne se dissocie pas, bah, sa concentration et son osmolalité, c'est la même chose. OK? Son osmolarité, c'est la même chose. Parfait. Pas de souci. Du côté de l'urée, donc ce côté-là, c'est le côté 1. Du côté 2, j'aurai mes 6 grammes divisé par 60. Il y a un coefficient de Van 't Hoff là? Ah ben, si je suis rigoureux, l'urée, c'est une base. Les bases, c'est comme les acides. Les acides, effectivement, ça se dissocie. Les acides, ça libère des H+, les bases, ça libère des OH-. Je simplifie un peu, mais c'est ça. Quand vous allez voir ça dans le cours avec Yves Guillaume, sur les acides et les bases. Donc, normalement, il devrait y avoir un coefficient de dissociation, un coefficient de Van 't Hoff. Oui, mais il se trouve que l'urée est une base très, très faible. Donc, qui se dissocie quasiment pas. Ce qui veut dire que dans les conditions dans lesquelles on travaille, dans les conditions où on est, les conditions physiologiques, la dissociation de l'urée, on s'en fiche complètement. OK? C'est dit maintenant, vous le savez, urée, pas dissocié. Parfait. Donc, pas de coefficient de Van 't Hoff. On trouve... Ah bon, on trouve 0,1 aussi. C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Que si on a la même osmolarité des deux côtés, on a la même pression osmotique, et si on a la même pression osmotique, il ne se passe rien. Voilà. C'est tout. Fin. Donc, réponse numéro 3, aucun changement de niveau. C'est clair pour tout le monde? Et on est bien d'accord hein, que moi, quand je fais la correction là, je détaille tout et je fais tout, j'écris tout, parce que c'est la correction. Mais dans les faits, un problème de ce type-là, vous calculez les deux concentrations, puis point, c'est tout, il n'y a pas de détail, ça prend quelques secondes. On est d'accord? Vous pouvez même les faire de tête, là, en l'occurrence avec les valeurs qui étaient données ici. Et puis ça y est, point. La conclusion, elle est faite, elle est donnée. Oui, une question. 180, c'est la masse molaire du glucose. 60, c'est la masse molaire de l'urée. D'accord? J'ai besoin des concentrations en mol par litre. D'autres questions? Non? On avance. Bah, c'est quoi la différence là? J'ai toujours la membrane hémiperméable, mais vous avez vu à la place du glucose, j'ai de l'albumine. Donc, j'ai une solution d'albumine à le M, le petit m qui est devant, on est d'accord que c'est milli, d'accord? Des milliosmoles par litre. Donc, 10 milliosmoles par litre du côté de l'albumine. Ah ben, c'est sympa, là, on me l'a donné directement dans la bonne unité. Hein. C'est toujours ça de gagner. Et puis, de l'autre côté, on l'a déjà calculé. Hein. Une solution à 6 grammes par litre, on sait déjà qu'elle est à 0,1 osmol par litre. Je mets le système sur la bonne question. Ben non, je suis déjà sur la bonne question, vous pouvez répondre. Alors, évidemment, si on veut comparer les deux concentrations, donc les deux pressions osmotiques, il faut les mettre exactement dans la même unité. D'accord? Donc, vous mettez tout en milliosmol par litre ou tout en osmol par litre, comme vous voulez, et ça simplifie les choses. Je vous conseille de faire ça. On peut faire sans, d'accord?
avec l'expérience, on n'en a pas besoin. Mais, l'expérience, vous ne l'avez pas encore. Et puis 2, le jour de l'examen, je sais que je le dis à chaque fois, mais il y a beaucoup de pression. Donc, vous serez plus susceptible de faire des erreurs de jugement, des erreurs bêtes, d'accord? Juste j'ai pas fait attention, je me suis mis les pieds dedans dans les unités et ben voilà, j'ai juste comparé un 10 avec un 0,1 et puis ça y est, pof, c'est parti. C'est parti comme ça, ok? Donc, faites-y attention. Vous pensez bien à tout mettre dans les mêmes unités. Ça simplifiera les choses. Ça veut donc dire que du côté du compartiment 1, on est à 0,01 osmol par litre, 10-2 osmol par litre. Du côté du compartiment 2, on est à 10-1 osmol par litre. D'accord? Et donc, vous me répondez... Cool, on est remonté à 70% de bonne réponse. C'est bien. Et ceux qui sont sur le côté, là, vous pouvez voir que je ne mens pas, hein, c'est vraiment ce qui s'affiche. Hein, d'accord, zut, j'y suis là. Donc oui, ben voilà, on a 10-1 d'un côté, 10-2 de l'autre. Voilà, ben, ça va monter du côté de la solution la plus concentrée. D'accord? Du côté où la pression osmotique est la plus forte. D'accord? Donc la pression osmotique est plus forte en 2 qu'en 1, c'est du côté du compartiment 2 que ça va monter. Voilà, c'est tout. Mais cette fois-ci, la membrane est dialysante. La même combinaison de solutions, albumine 10-2 mol par litre du côté 1, urée 10-1 mol par litre du côté 2, mais cette fois-ci, c'est une membrane dialysante. Est-ce que vous changez d'avis? Est-ce que vous conservez ce que vous aviez dit ou ce qu'on a dit précédemment? C'est à vous de voir. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord entre vous, encore une fois. Hein. D'accord? D'ailleurs, la situation la plus intéressante, c'est justement quand vous n'êtes pas d'accord l'un à côté de l'autre. Voilà. C'est quoi l'albumine? C'est une protéine. Si c'est une protéine, non, elle ne passe pas. D'accord? On est bien d'accord que pour être tout à fait honnête, ce que je devrais vous donner, c'est la masse molaire, ou la taille de ces protéines, et le diamètre des pores de la membrane. D'accord? Mais là, on ne s'occupe pas de ça. On fait juste la simplification. Protéines, grosse molécule, passe pas. Point. Ça suffit. D'accord? Dans le système qu'on est en train de décrire ici. Donc ici, on a clairement un urée petite molécule, albumine, protéine, grosse molécule. Et c'est bien un bon taux de participation jusque-là. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu? Une majorité de bonnes réponses. Mais une majorité qui est de quoi? Courte, je dirais. Un 55% à peu près. Ce n'est pas marqué en pourcentage, c'est marqué juste en nombre. Donc je le fais un petit peu à la louche là. C'est vrai. Mais on doit être sur un 55%. Ah. L'albumine que l'on a ici ne peut pas traverser. Donc, la pression osmotique que l'on va avoir de ce côté-là, d'accord? Donc, efficace du côté 1, c'est celle qui dépend de la concentration en albumine fois R fois T. Je n'ai pas écrit le 1000 ici, hein, vous pouvez le rajouter, d'accord? Il faut rajouter le 1000 ou un 10 000 ou autre chose, d'accord? Parce qu'on est en milliosmol. Je me fiche de l'unité pour l'instant, je suis juste en train de parler du concept, ok? Et du côté 2, il n'y avait que de l'urée. De l'urée
qui va diffuser, puisque c'est une petite molécule, donc qui ne compte pas dans l'osmolarité efficace. Donc l'osmolarité de ce compartiment 2, c'est combien? C'est 0. Donc évidemment, est plus grand. Donc l'osmolarité, la pression osmotique, d'accord, du côté 1 est plus grande que celle du côté 2. Le niveau va monter du côté du compartiment 1. Et on est bien d'accord que dynamiquement, ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord monter du côté 2 parce qu'il y a une grande concentration, mais quand les concentrations en urée vont s'équilibrer des deux côtés, ce qui va prendre un peu de temps, on aura bien une montée du côté 1. D'accord? Oui. Le fait que l'albumine ne puisse pas passer, ça ne va pas établir une pression sur la membrane qui empêche le gel de l'autre côté de venir rentrer dans le compartiment 1. Ça, c'est ce qu'on trouve comme explication dans les bouquins. Je ne vais pas le répéter, d'accord, dans le micro, mais c'est ce qu'on trouve comme explication dans le bouquin 1, et ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Le moteur réel de l'osmose, c'est lié à ce qu'on a fait ce matin. Vous vous rappelez, ce matin et un peu hier, j'ai parlé du potentiel chimique. D'accord? Et quand on dilue un corps, on abaisse son potentiel chimique. Et on va essayer de rétablir le potentiel chimique. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, on est en train de parler de ça. D'accord? Et pas de sa bouche, les pores ou les trucs comme ça. Ça, c'est les explications qu'on trouve dans les mauvais bouquins. On essaie d'expliquer ça par des phénomènes, on va dire, physiques, plutôt que thermodynamiques, qui est le vrai moteur. C'est bon donc? Ça monte du côté 1. Ah bah tiens, si ça monte du côté 1, c'est qu'il y a une pression osmotique. D'accord? De combien elle est, cette pression osmotique? On va la calculer pour de bon, ce coup-ci. Hein. On calcule la pression osmotique du côté 1. On sait que du côté 2, c'est 0,1. Hein, d'accord? Voilà, ça a déjà été établi, donc ça ne sert à rien de la calculer. On va simplement la calculer du côté 1. Parce que ça veut dire que la différence de pression osmotique entre les deux, elle se résume à la pression osmotique du côté 1. Voilà ce que ça veut dire. Hein, okay? Donc une fois qu'on a la pression osmotique du côté 1, on a la différence de pression osmotique, puisqu'il n'y en a pas à côté 2. Et il n'y a pas de piège. Hein. Il y a juste à faire le calcul. Enfin si, le piège, ça va être d'oublier le 1000 et de garder les milliosmoles. La température, vous prenez, je crois que j'ai pris, dans le calcul, j'ai pris 300 Kelvin. Oui, j'ai dû prendre 300 Kelvin dans le calcul. D'ailleurs, si vous restez en milliosmoles, est-ce que vous avez besoin de multiplier par 1000? Ben, les milliosmoles, c'est 1000 fois la concentration en osmoles. Donc, à la limite, si vous gardez les milliosmoles, c'est bon, ça marchera directement. Mais vous faites attention de ne pas combiner les deux. Voilà, vous mettez bien d'équerre par rapport aux unités. Donc, on est bien d'accord, hein, on a juste à calculer, qui sera la même chose que ce qu'on cherche, qui sera le 10 que j'ai ici, fois R, fois T. Juste à faire ce calcul-là. D'accord? Et il se trouve que moi, le calcul, je ne l'ai pas fait. Donc, si vous pouviez me donner la réponse. 24 900 24 900. Pascal. Voilà. Pas dur. Pas dur, mais faux. Oh, quelques visages qui se sont tournés, mais pas tout le monde. Hein. Oui, le calcul est super simple, mais il est faux. Ah non, ce n'est pas un problème de delta. D'accord? Parce que c'est pi. Le delta, c'est pi 1 moins pi 2, et pi 2 est égal à 0. Donc, non, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Non, non. C'est facile à calculer. Le calcul est parfaitement correct. C'est juste que c'est la méthode qui est fausse. Qu'est-ce qui ne va pas?
il y a une incohérence, c'est volontaire, entre ce qui est dit à la diapo précédente et le dessin que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'on a dit à la diapo précédente? Que le niveau montait en 1. Et là, on a fait le calcul avec le niveau en 1 qui est resté au même endroit. Mais si le niveau monte en 1, est-ce qu'on aura toujours 10 milliosmoles par litre? Ben non. Si le volume augmente, on a une dilution. Si on a une dilution, on n'est plus à 10 milliosmoles par litre. Donc on ne peut pas calculer la pression osmotique avec 10 milliosmoles par litre. Ce n'est pas cohérent, vous êtes d'accord? Donc ce calcul est simple, mais faux. Voilà. Il serait exact si on reprend le petit schéma que j'avais mis dans le cours où on met un piston qui empêche le niveau de montée, d'accord? Pour mesurer à proprement parler la pression osmotique. Là, c'est correct. Mais là, on n'a pas mis de piston. On laisse le niveau monter. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Donc, le calcul est faux. Ah. Mais on peut le faire correctement, le calcul? Ouais. Regardez. Je vous le demande. Le système, on va juste le dessiner comme ça maintenant. D'accord? On va effectivement avoir un mouvement du liquide de 2 vers 1. Vous avez vu que du côté 2, pour simplifier juste le schéma, j'ai mis juste de l'eau, mais comme l'urée servait à rien au niveau de nos calculs, c'est exactement la même chose. D'accord? Puis au moins, ça simplifie ce qui est écrit. Le niveau monte en 1, donc on va avoir un petit volume supplémentaire. Ce petit volume supplémentaire, il est égal à quoi? C'est un cylindre, donc c'est la section du tube multipliée par la hauteur. D'accord? C'est ça, hein? Dans un cylindre, c'est juste ça. Bon, mais ça doit être simple, cette histoire. Mais en fait, il monte de combien? Le truc, c'est que la quantité H que j'ai là, d'accord? Cette hauteur qui varie, elle dépend de la concentration que je suis en train d'essayer de calculer. Ah bah oui, d'accord? Puisque la pression osmotique que je veux calculer, elle dépend de la concentration. Cette pression osmotique, c'est justement quelque chose qui dépend de cette hauteur qui va monter. Donc, j'ai besoin de savoir de combien ça va monter pour savoir de combien ça va monter. C'est embêtant, ça. Oui et non. Je vais vous montrer comment on fait. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez savoir le refaire. On va le voir à la fin. Je veux juste que vous compreniez que, en réfléchissant bien, vous êtes capable de le faire. Ce que l'on a quand on a le système tel qu'il est décrit ici, c'est qu'on a d'un côté la pression osmotique, c'est la pression interne au liquide, d'accord? Qui est contrebalancée par la pression qui s'exerce sur le liquide. C'est le principe, d'accord? C'est le principe. Cette pression qui s'exerce sur le liquide, qui fait que ça essaye de repousser de l'autre côté, c'est quoi? C'est la pression de la colonne de liquide que j'ai de l'autre côté. C'est pour ça que c'est monté, d'accord? Et que ça n'a pas continué à monter indéfiniment. Il y a un moment, la colonne de liquide que j'ai créée, elle pousse suffisamment fort pour empêcher du nouveau liquide de rentrer. D'accord? Elle s'oppose au phénomène d'osmose. Pi, c'est pas dur, c'est la concentration fois RT. Je ne m'occupe pas du 1000 pour l'instant, d'accord? Je mettrai ça dans les bonnes unités à la fin, ça évitera de surcharger. P, c'est ρ, G, H. La différence de hauteur entre les deux. Est-ce que j'ai besoin de tenir compte de la pression atmosphérique ici? C'est la même des deux côtés, d'accord? Donc on s'en fiche des deux côtés du tube, hein, en U. Donc on se fiche de la pression atmosphérique, elle n'importe pas ici. Elle va se contrebalancer entre les deux. C'est parfait. Ah, il y a une petite erreur quand même là. Le oméga que j'ai ici, on est d'accord,
c'est la concentration après dilution. Ce n'est pas le 10 milliosmol que j'ai ici. Okay, donc je vais mettre un petit prime histoire d'être clair. Cette concentration, c'est quoi? C'est le nombre de moles que j'avais au départ. D'accord? Donc le nombre de moles que j'avais au départ, hein, c'est la concentration de départ fois le volume initial, divisé par le volume initial plus le volume qui s'est ajouté. C'est combien ce volume qui s'est ajouté? C'est un tube, d'accord? Donc, c'est la section de mon tube multipliée par la hauteur. C'est combien la hauteur? Ce n'est pas H, attention. C'est H sur 2. D'accord? Au départ, le niveau, il était au milieu. Il est monté que de H sur 2. D'accord? Et il est descendu de H sur 2 de l'autre côté. Donc la différence entre les deux niveaux, c'est bien H, mais ce n'est monté de chaque côté, enfin monté ou descendu que de H sur 2. D'accord? Ça règle mon problème, ça? Ben, vous le voyez peut-être pas, mais oui, mon problème est résolu. Puisque de ce côté-là, j'ai oméga VI sur VI plus SH sur 2. De l'autre côté, j'ai ρ, GH. J'ai une équation à une inconnue. Parce que dans ce que je viens d'écrire là, VI, je le connais par construction. Oméga, je le connais parce que c'est moi qui ai préparé la solution, d'accord, ou on me l'a donné. G, je connais. Ρ, je sais, c'est la masse volumique de l'eau. S, c'est par construction aussi, hein, d'accord? Si vous avez le calcul à faire, on vous aura donné quelle est la section du tube. Donc la seule chose que je ne connaisse pas dans cette équation, c'est H. Une équation à une inconnue, vous savez faire. OK? On va trouver H. Et si on trouve H, on peut calculer oméga prime, la nouvelle concentration. Comment on trouve H? Vous savez comment on résout une équation. Hein. On met tout du même côté. Enfin, ceux qui nous intéressent, le terme qui nous intéresse, donc les H, on va tous les mettre du même côté. Ça va nous faire donc oméga VI R. J'ai oublié le RT là. Ouais. RT sur ρ G qui est égal à V fois H plus non, c'est bon. VH plus SH carré sur 2. C'est H multiplié par ce qui était sous la fraction. D'accord? Ça multiplié par H. OK? Ça, c'est une équation du deuxième degré en H. H2 multiplié par S sur 2 plus H fois V moins oméga VI. Enfin, c'est le VI. Hein. VI, c'est la même chose que V, d'ailleurs. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis VI. RT sur ρ G égale 0. Ça, c'est une équation du deuxième degré en H. Vous savez résoudre les équations du deuxième degré. Vous calculez delta, vous calculez les deux racines, d'accord? Il y a une des deux racines qui va être négative, ça ne peut pas être le bon résultat, vous l'écartez. La racine positive, c'est la solution. Je ne peux pas faire le calcul ici, je n'ai pas les valeurs, hein, d'accord? Mais voilà, vous savez faire, vous savez résoudre une équation du deuxième degré. Une fois que vous avez trouvé H, vous calculez oméga prime. Et donc vous comprenez là maintenant que j'ai fait ça, que 1, oui, vous êtes capable de le faire. Il n'y a aucune mathématique compliquée. D'ailleurs, en fait, c'est même pas de la chimie, ça. D'accord? À proprement parler, c'est que des maths. Voilà. Le seul truc de chimie qu'il y avait, c'était le pi égale P qu'il y avait au départ. Mais une fois qu'on a écrit pi égale P,
c'est fini, c'est plus de la chimie, c'est plus que des mathématiques, et des mathématiques que vous connaissez depuis 2 ou 3 ans déjà. Ok? Donc, vous savez faire. Par contre, est-ce qu'il est envisageable de vous faire faire un calcul pareil en examen? Non. Enfin, sauf s'il y a la question, on lui met un coef 10 ou 15, quoi. Voilà. Parce que vous imaginez le temps qu'il faut pour faire ça. C'est impossible à faire sur une question de type QCM. On ne va pas vous faire passer un quart d'heure sur une question. Vous imaginez l'impact si vous vous trompez quelque part, vous trompez dans les calculs ou n'importe quoi d'autre, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas vraiment faire non plus des calculs intermédiaires. Parce que faire les calculs intermédiaires, enfin vous donner des petits calculs intermédiaires, c'est faire le problème à votre place. Donc c'est impossible de faire un exercice de ce type-là, mais ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. D'accord ? Ce avec quoi bon nombre de mes collègues ne seraient pas d'accord. Vous êtes trop bête pour faire ce genre de truc-là. Je pense pas, moi. Je pense que vous êtes capable de le faire, mais nous, on ne sait pas vous le faire faire. OK ? Mais j'espère que vous comprenez qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Oui, on peut le faire. On peut le faire, c'est des maths qui sont à votre niveau, mais tout simplement, on n'a pas le temps de le vérifier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Eh bien, on est arrivé au bout. Je ne sais pas exactement quelle heure il est. On est peut-être un petit peu en avance. Oui, ça va encore. Donc, merci de votre participation. On se revoit en cours jeudi. D'accord ?